Être maman est une vocation qui n'a pas de prix, car elle porte en elle la vie. Il est donc bon de se rappeler pourquoi une maman est si importante à notre développement et ce qu'elle nous apporte réellement dès notre plus jeune âge, mais également tout au long de notre vie. Vraiment, la mère, elle occupe une très grande place dans la famille et dans la société. Parce que là, elle protège toute la famille. Voilà. En termes de s'occuper de la famille, de prendre soin de tout le monde, papa, maman, les enfants. En tout cas, elle assume la sécurité de la famille. En fait. La mère détient la famille. C'est elle qui est, je dirais même, le cœur ou bien le centre de la famille. Parce que le père n'étant toujours pas là, la mère joue les deux rôles en même temps. Pour moi, une mère, c'est vraiment une source de vie. C'est la mère qui nous met au monde. Depuis le premier jour jusqu'à l'âge que j'ai, par exemple, c'est ma mère qui s'est occupée de moi. Bien vrai que j'ai eu un père, mais c'est ma mère qui a fait presque tout pour moi. Et elle a subi tous mes caprices jusqu'à ce que je sois majeur. Moi aussi, j'ai des enfants. Donc, une mère, vraiment, c'est quelque chose, c'est fort. C'est fort. Une mère est plus proche de ses enfants qu'un père. Les mamans sont généralement les personnes les plus importantes de notre vie, car elles aiment d'un amour unique et indéfectible. Elles se voient attribuer une triple fonction, à savoir celle qui donne la vie, qui nourrit et que l'on doit écouter et respecter. D'après les sociologues, la mère aurait un rôle socialement sacré. Or, bien souvent, la société l'ignore ou le dénie au profit de la compétitivité, la carrière, l'argent et le pouvoir. Ce sont les mères qui haïssent le plus la guerre, cette guerre qui tue leurs enfants. La mère crée cependant une indépendance à l'intérieur de la famille, mais aussi du clan, de la société, de l'ensemble de l'humanité. Elle donne ses repères à l'enfant vis-à-vis de la société humaine. La façon dont elle élèvera son enfant créera l'homme de demain équilibré, intelligent et plein de compassion qui respectera la terre, l'environnement, les animaux et la flore. Le rôle de la mère est si important pour l'avenir de notre société qu'il ne faut pas le laisser au second plan. C'est pourquoi il est important de la célébrer, la valoriser, l'honorer et lui rendre hommage chaque 28 mai de l'année. La thématique, c'est maintenant avec notre enseignant-chercheur en sociologie, donc Monsieur Nikez Nielbert, avec qui on aura plaisir à discuter. Il s'agira bien sûr de parler de la maman, la place de la maman, de la mère dans la société africaine. Alors, première question, justement, quel est le distinguo que vous faites entre la mère, la maman, ou du moins la mère dans la sociologie, surtout dans l'imagerie populaire en Afrique? Bien. Fondamentalement, nous ne parlerons pas de maman, mais nous parlerons de mère. La mère permet à la société, à la sociologie, à la famille et à la parenté de donner une place, ce qu'on appelle un statut à la mère, et un rôle. C'est-à-dire que quand on parle de mère, c'est un statut. Vous pouvez rester femme toute votre vie, mais vous devenez mère. On est femme, on devient mère. De telle sorte que c'est une place spécifique. C'est celles qui ont pu procréer, que cela soit biologiquement ou que cela soit socialement. Parce qu'on peut donner naissance biologiquement à un enfant et en cela on est sa mère. Tout comme en Afrique, c'était tout à fait concevable dans nos traditions, que si on n'a pas pu faire d'enfant, on n'a pas pu donner la vie, que notre sœur ou n'importe quelle autre femme dans la société puisse donner vie et que cet enfant nous soit attribué. Et à partir de là, nous avons le statut de mère. De telle sorte que maman, c'est beaucoup plus familier, c'est beaucoup plus dans l'apprentissage qu'on fait aux enfants de fixer quelque part les éléments féminins, à savoir maman, par rapport aux éléments masculins, à savoir papa. Quand vous regardez, ce sont des redondances, des onomatopées. Ma, papa. C'est-à-dire, c'est comme ça que l'enfant apprend très rapidement à fixer ces visages-là et pour voir comment ce que cela veut dire pour lui. Alors, dans la société africaine, hein, puisque c'est de cela dont on parle aujourd'hui, finalement, toutes les femmes, ou presque en tout cas, sont considérées comme des mamans par l'enfant qui vient de naître, qui voit ses tantes autour, les amis de sa mère. On a tendance à considérer toutes les femmes comme des mères. Merci beaucoup, ça c'est une très bonne question. Parce que la mère égoïste, c'est-à-dire celle qui vous a donné le jour, est purement occidentale. Je nais, je vois une femme, on dit que je suis sorti d'elle
Et à part elle, je ne considère aucune autre femme comme étant ma mère. En Afrique, c'est le contraire. En Afrique, on fait tout, même quand vous avez votre propre mère, pour que vous ne puissiez pas la fixer. Parce que vous pouvez avoir votre mère biologique qui est en vie et on vous fait élever par votre grand-mère. Vous allez commencer à avoir une fixation sur celle-là comme votre maman. On peut vous donner à une voisine qui a l'habitude de vous s'occuper de vous, et c'est celle-là que vous allez fixer. Toutes les femmes autour, à la faveur des activités que les femmes peuvent mener ensemble, à savoir piler, aller au marché, aller au traitement, toute cette communauté de femmes-là est considérée, puisque de temps en temps, il y a une qui peut vous donner le sein, de temps en temps, il y a une qui peut vous donner à manger, de temps en temps, si vous pleurez, il y a une qui peut vous consoler, il y a une qui peut vous mettre au dos. Donc, à un moment donné, vous avez parfaitement raison. Nous avons des mères plurielles en Afrique. Toutes les femmes qui ont l'âge de nos mamans, toutes les femmes qui ont épousé notre papa, etc., etc., tous les du côté du père ou de la mère sont considérés comme nos mères. Et elles ont la même valeur psychologique, sociale, économique, anthropologique, symbolique que notre mère. C'est-à-dire que nous ne ferons jamais de différence entre celle-là qui nous a mis au monde, c'est vrai, tout le monde la connaît, et les autres. C'est-à-dire que quand on a des cadeaux, on aura tendance même à leur donner avant de venir donner à notre mère biologique. Parce qu'elle n'acceptera ces cadeaux que si elle sait que nos autres mères ont été également servies. Ou si on leur donne, elles ont l'obligation d'aller partager avec les autres mères. C'est très bien dit ça. Alors, docteur Nielbien, en Afrique, tous les grands auteurs livresques ou dramaturges ou cinématographiques ont vraiment eu des choses, des productions sur la maman. Oui. Nous, dans notre société africaine, finalement, c'est la fête des mères tous les jours? Oui, merci. Ça aussi, c'est une très bonne question. Parce que quand on regarde les Occidentaux, la fête des mères, c'est un seul jour qui est consacré à la mère. Ça va c'est toute l'année, ça dépend des pays. C'est vrai que le mois de mai est beaucoup plus reconnu, le premier dimanche, le second, le troisième, le quatrième. Mais on a remarqué qu'en Indonésie, ça se passait en novembre. En Suède, c'est autour de mars, février, c'est toute l'année. Ça veut dire que universellement, tout le monde reconnaît devoir quelque chose à la personne grâce à laquelle cette personne est sur la terre. Ça, c'est universellement partagé. Mais en Afrique, nous avons une responsabilité qui pèse sur nous, qui est que notre mère est notre alpha et notre oméga. Ouais. La personne qui fabrique tout notre formatage mental, celle qui fait que nous sommes ce que nous sommes, c'est notre mère. De notre naissance, en tout cas tant qu'elle est en vie, je peux dire jusqu'à notre mort. De telle sorte que notre bonheur est confondu avec son bonheur. Notre malheur est confondu avec son malheur. Nos sacrifices sont confondus avec ce sacrifice. Notre réussite, c'est elle qui la décrète. C'est elle qui est fière de ce qu'elle appelle notre réussite. Vous pouvez être diplômé et votre maman n'est pas fière de vous. Parce qu'elle pense que vous êtes arrogant, vous êtes impoli, vous êtes orgueilleux, vous pensez tout savoir. Du coup, elle sera malheureuse. Et du coup, vous ne devriez pas être heureux. De telle sorte qu'effectivement, vous avez raison, nous ne nous définissons fondamentalement qu'à travers notre maman. De telle sorte que tous les instants de notre vie, logiquement, si nous sommes de bons fils, sont rythmés par les joies et les peines de nos mères. Vous avez parlé de différentes sociétés en Indonésie, par exemple, et ailleurs. Est-ce que dans nos sociétés traditionnelles africaines, il y avait un jour, ou du moins, une période qui célébrait les mères? Très bonne question, et ça rejoint ce qu'il disait là tout à l'heure. Chez nous, ce serait inconcevable. Quelqu'un à qui vous devez tout, vous ne pouvez pas en un jour lui rendre ou même faire semblant de lui rendre quelque chose. D'autant plus que quand vous regardez la fête des mères, ce sont des cadeaux. Mais qu'est-ce qu'on peut payer? Tout ce que quelqu'un qui vous donne le jour, ça coûte combien? Qu'est-ce que vous pouvez lui donner? On est toujours en situation de soumission devant notre mère parce que nous ne pourrons jamais lui donner ce qu'elle nous a donné. Encore moins en un seul jour et à travers une symbolique telle que les fleurs et les gâteaux et tout ce qu'en sais-je encore. Victor Hugo a dit « L'amour d'une mère, amour que nul n'a la force d'oublier ». Alors, quelle est l'incidence, par exemple, de l'absence d'une mère, que ce soit de façon biologique ou de façon sociologique? Bien, pour nous, il est impossible pour quelqu'un de vivre sans mère. Et l'Afrique l'avait tellement compris que l'orphelin n'existait pas. Orphelin au sens de la disparition de notre mère biologique. Il y avait tellement de mères sociales autour de nous qu'on ne pouvait pas dire « j'ai perdu ma mère ». Parce qu'on ne pouvait pas perdre à la fois sa maman, sa grand-mère, ses tantes et tout le monde autour de soi. Ça, c'était une impossibilité. De telle sorte qu'effectivement,
l'amour de la mère est tellement central que l'Afrique l'a réfléchi de manière plurielle, de telle sorte que cela ne manque à aucun enfant. Parce que si vous regardez aujourd'hui, la question est bien posée, parce que si vous regardez aujourd'hui, quand on s'est remis, on a emprunté la notion de mère occidentale, dès qu'un enfant n'a plus sa mère, et c'est ce qu'on appelle les familles recomposées, ses chances de réussite sont très faibles, parce qu'il n'a plus d'amour autour de lui, et ça devient très difficile pour lui de se guider dans la vie et d'avancer dans la vie. Très bien. Aujourd'hui, nos sociétés ont évolué, elles ne sont plus aussi traditionnelles qu'il y a quelques années, voire des dizaines d'années. On est dans une société de plus en plus individualiste. Tout à fait. On est toujours en Afrique, hein, oui, mais le contexte a fortement changé. Aujourd'hui, on n'est plus autant élevé par les voisines, la grand-mère, qui bien souvent ne réside même pas dans la même ville que la mère biologique. Tout à fait. Avant, comme on le disait, on voyait un enfant en train de mal se comporter. Tout de suite, une femme du village voyait la responsabilité de le corriger et de le remettre sur le droit chemin, ce qui n'existe plus aujourd'hui. Alors, quelle est la place de la mère aujourd'hui dans nos sociétés, encore africaines, mais un peu occidentalisées? Bien, c'est une place très, très, très douloureuse et très difficile. Parce que vous avez bien dit, avant, la communauté était en charge de l'éducation, parce qu'on savait que l'éducation était très difficile. Parce que quand vous laissez un enfant avec sa mère ou son père, pour lui infliger une correction, c'est difficile. Et d'une part, le père peut pas être partout, la mère peut pas être partout, nous n'en avons pas le don d'ubiquité. Donc si l'enfant se retrouve dans la rue, il se retrouve à l'école, il se retrouve sous toutes les influences dites modernes dont vous parlez, Facebook, la mondialisation, tout ce que vous dites, c'est très difficile aux parents de le contrôler. Et si la communauté n'est pas là, mais toutes les fautes, toutes les difficultés, le manque de réussite de l'enfant est forcément imputable à la maman. En Afrique, ça, par contre, ça n'a pas changé. Voilà pourquoi leur rôle est difficile. C'est-à-dire qu'elles sont responsables, elles sont coupables, et pourtant, elles ne peuvent pas avoir le contrôle total, merci beaucoup, sur l'enfant. C'est pour ça qu'avant, c'était beaucoup plus simple. Les mamans étaient plurielles, la communauté avait la charge, et après, les responsabilités étaient partagées, et donc la mère était aidée. Aujourd'hui, la mère n'est pas aidée. Du coup, c'est très difficile pour elle de savoir ce qui se passe à l'école et ainsi de suite. Elle n'a pas les relais nécessaires, les relais sociaux pour prendre en charge l'éducation de son enfant. L'écrivain, très grand écrivain africain, Chinua Achebe, donc, qui a écrit, soit dit en passant, Le monde s'effondre, a dit dans un de ses livres, l'hypersacralisation d'une mère rend l'Africain parfois trop émotif. Oui. Effectivement, nous les Africains, nous avons un rapport très sacré à notre mère parce que c'est une divinité. Le mystère de la création que nous imputons au Seigneur, c'est elle qui l'a. Donc automatiquement, même nos croyances, toutes nos croyances sont formatées par elle. Effectivement, on a un lien, un rapport sacré avec notre maman. Effectivement, ça peut être parfois, pourquoi pas, un frein, parce que si on n'arrive pas à se détacher pour contracter le mariage que nous pensons qu'il nous faut, si on ne fait pas la carrière professionnelle qu'il faut, si on ne fait pas des choix politiques qu'il faut, parce que nous sommes trop attachés, le cordon ombilical, on a peur qu'elle nous maudisse, à un moment donné, effectivement, nous pouvons être beaucoup plus dans l'émotion que la raison. Parce que du côté de maman, c'est la tendresse, c'est les caresses, c'est vraiment tout ce qui nous sécurise. Donc on aura peut-être plus peur de prendre des risques et d'aller plus loin et peut-être d'oser un certain nombre de choses. De ce point de vue, si c'est vu comme ça, nous pensons que c'est tout à fait fondé. Alors docteur, si on devait établir un parallèle entre la place de la mère dans les sociétés africaines et celle du père, qu'est-ce qui en ressortirait? Ce qui en ressortirait, c'est que ça dépendrait du type de société. Si nous avons une société matrilinéaire où on transmet socialement et symboliquement les choses par la mère, la place de la mère serait cardinale et centrale. C'est-à-dire qu'on hérite du côté de la maman, on a nos sacrifices du côté de la maman, etc. De telle sorte que le père ne serait qu'un simple géniteur. Il aurait moins de rôle à jouer socialement. Et égaux, donc l'individu de référence, si c'est vous, c'est moi, nous nous référions à notre maman et à notre côté maternel. De telle sorte que notre côté paternel serait en latence. Il serait comme inexistant. Mais nous, si nous sommes dans les sociétés patrilinéaires où tout se transmet par le père, naturellement, le rôle de la maman est fondamental et dans l'éducation et dans beaucoup de choses, mais il est un peu mis en stand-by par rapport à toutes les références sociales et autres qu'on aurait du côté du père.
Nous sommes bien sûr dans la dernière ligne droite par rapport à la fête des mères, c'est dimanche, officiellement. Nous en Afrique, vous l'avez dit, on la fête tous les jours. Dites-nous, donnez-nous une idée de cadeau d'un Africain à sa mère. Quel genre de cadeau ce serait, selon vous? Bien. Selon moi, un vrai cadeau à sa mère serait d'aller lui demander pardon. Parce que du matin au soir, du 1er au 31, nous ne savons pas ce que nous faisons, que notre maman aime ou n'aime pas. Et cela n'est pas traduisible en bien matériel. Parce qu'une mère a toujours, entre guillemets, excusez-moi, le cœur qui saigne. Son enfant qui ne l'appelle pas, elle s'inquiète tout de suite. Son enfant qui ne rentre pas tôt, elle s'inquiète tout de suite. Son enfant qui rentre dans un état d'ébriété avancé, elle s'inquiète. Il n'y a pas d'âge. Que vous avez 50 ans, 60 ans, 70 ans, tant qu'elle a envie, vous restez son enfant. Donc on ne sait pas à quel moment on l'a choqué, à quel moment on lui a manqué de respect, à quel moment on n'a pas été sa fierté. Et moi, pour moi, le premier cadeau serait de se mettre à genoux et lui demander pardon pour tous les torts qu'on lui a causés depuis notre naissance jusqu'à notre jour. Et promettre en même temps que nous serons toujours à son écoute. Nous l'appellerons 2-3 fois dans la journée pour la rassurer et pour qu'elle nous coach dans notre vie, pour que nous ne nous égarions pas. Eva, vous avez entendu? Ok. Oui, alors, oui, ce sera fait, ce sera fait. Alors, ça tombe bien, vous parlez donc de demander pardon à la mère, parce que dans nos sociétés africaines, il est dit, et je pense que c'est palpable, hein, que la satisfaction de la mère vis-à-vis de son enfant entraîne des bénédictions. Et à contrario, une mère qu'on aurait heurtée, qu'on n'aurait pas respectée, c'est des malédictions. Et ça se voit dans certains cas, ça se voit dans nos sociétés, que la vista, on dira, de la maman, le hoquet de la maman, la fierté que la mère peut ressentir vis-à-vis de son enfant, a une aura. Et accompagne cet enfant-là, soit en bien quand la maman est heureuse et en mal quand elle pleure. Oui, vous avez raison, parce que quelle que soit votre position dans la société, qu'elle soit intellectuelle, qu'elle soit matérielle, que vous soyez riche, que vous soyez pauvre, on remarque que ceux qui ont l'humilité, la soumission, la reconnaissance, voire la bénédiction de leur mère, dégagent quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a une sérénité qu'ils dégagent que les autres n'ont pas. C'est-à-dire que les autres sont obligés de forcer avec leur diplôme pour dire qui ils sont. Ils sont obligés de forcer avec leur argent pour acheter le charisme. Mais les autres, ils sont accomplis, ils sont satisfaits parce que leur maman est satisfaite et ils dégagent quelque chose que les autres n'ont pas. De la même manière, si la maman n'est pas tout à fait satisfaite, elle n'est pas à l'aise, elle n'est pas sereine, ça se transmet. Ça se transmet parce que si vous êtes troublé déjà à la maison, si vous vous posez de la question de savoir que pense maman, que dirait-elle si elle me voyait dans telle situation, automatiquement, sans le vouloir, ça s'appelle la communication non verbale, cela joue sur vous. Voilà pourquoi on demande aux mamans, quel que soit le motif, d'éviter de dire un certain nombre de choses concernant les enfants. On peut toujours ne pas être satisfaite, mais il faut toujours prier pour que Dieu œuvre pour que l'enfant change. Mais il faut éviter de dire, si je suis ta mère, donc, si je ne suis pas ta mère, donc. De telle sorte que vraiment, pour une colère instantanée, pour une colère d'un moment, on marque au fer rouge à vie la vie de votre enfant. Mais il y a des mamans aussi qui imposent parfois des choses à leurs enfants et qui mettent toujours comme une épée de Damoclès une certaine malédiction. Oui, tu es mon fils, tu es obligé de faire ça, tu es obligé de faire ci. Bon, le fils aussi, qu'on le dise, qu'on soit dans la société africaine ou moderne, a certaines choses à faire aussi. Il est sorti du cocon familial, il est un tant soit peu mûr. Parfois, on a l'impression que certaines mamans font planer au-dessus de l'enfant une malédiction, alors que bon, l'enfant n'a pratiquement rien fait de mal, il est toujours aux petits soins. Petit manquement seulement, il y a l'ombre d'une malédiction qui plane. Vous avez raison, ça sont les mamans autoritaires qui n'arrivent pas à rompre le lien ombilical et qui pensent que le fait de la procréation est un droit à vie. Et dans le schéma des mamans plurielles, beaucoup de mamans modéraient nous-mêmes notre propre maman biologique. Quand elle voulait aller trop loin, on avait une tante, on avait la grand-mère, quelqu'un qui la modérait, qui lui faisait comprendre que c'est une responsabilité, mais ce n'est pas une culpabilité. L'enfant n'est pas coupable. C'est à vous de l'accompagner, de lui expliquer. Même s'il veut contracter un mariage qui ne vous arrange pas, expliquez-lui les risques, expliquez-lui vos angoisses, expliquez-lui vos peurs. Mais ne faites pas planer sur lui
le fait que s'il épouse telle femme, il n'est plus votre enfant. S'il choisit tel métier, il n'est plus votre enfant. Pas du genre, chercher à le bannir ou chercher à le maudire. C'est aujourd'hui, parce que nous sommes seuls face aux mères, que nous avons ce genre de mère autoritaire qu'on peut trouver aussi dans les autres sociétés. Sinon, avant, elle n'avait pas plein pouvoir. Elle n'avait plein pouvoir que si elle les exerçait de manière avec discernement. Avec discernement, ça veut dire qu'avant tout, c'est comment vous protéger, comment vous rendre heureux qui était la vraie question. De telle sorte que quand il y avait un souci, c'est à la discussion, c'est à la négociation, c'est à l'explication. C'est en faisant intervenir d'autres membres de la famille, vous de votre côté, elle de son côté, qu'on arrivait à trouver un consensus. C'est-à-dire que les décisions étaient toujours prises de manière consensuelle. Parce que c'est vrai, elle est la mère, vous ne devez pas la blesser, mais vous êtes aussi l'enfant, elle ne doit pas aussi vous choquer. De telle sorte que la mère était notre plus grande complice. De telle sorte que si elle savait qu'elle avait pris une décision, mais que par derrière, cela ne nous rendait pas heureux, d'une manière ou d'une autre, elle revenait pour essayer de se racheter auprès de nous. Très bien. Et ce que vous dites est tellement vrai que même dans les livres saints, on demande de respecter ses parents, mais on demande aux parents également, notamment dans la Bible, c'est écrit « Parents, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent ». Donc ça veut dire que l'inverse également peut être possible. Donc c'est vrai. C'est le premier commandement avec promesse. Tu honoreras ton père et ta mère. Exactement. Tout à fait. Voilà. Et même la Bible va plus loin. Parce que la Bible dit, si vous ne connaissez pas l'arbre, regardez le fruit. Si vous ne connaissez pas le fruit, regardez l'arbre. Donc souvent, beaucoup de mamans, ça, je les regarde droit dans les yeux, je leur dis, ne diabolisez pas jamais l'enfant. Parce que si vous diabolisez l'enfant, mais la mère du diable, c'est qui? C'est une série de conclusions, c'est tellement bien dit. Merci beaucoup, monsieur Lil Nielbin. C'est ça. Même quand vous vous trompez, vous êtes ravissant. Oh là là, c'est gentil. Maman Eva. Sinon, c'est docteur Lil Nielbin. D'accord, docteur Lil Nielbin, on rappelle qu'il est sociologue. Ok, on a été très heureux d'être en votre compagnie, mesdames et messieurs, téléspectateurs d'ici et d'ailleurs. Si elle est encore près de vous, franchement, embrassez-la, aimez-la et surtout respectez-la et savourez les moments passés avec votre maman parce qu'on ne le dira jamais assez. La maman est le pilier de notre cœur. Et nous avons décidé, nous, à Matin Bonheur, de terminer cette émission avec un poète des temps modernes, il s'appelle Capégique, Hymne à la mer. C'est parti. Bonne fête, maman. Bonne fête, maman. Slam Coco Baka, 9 mois dans ton ventre, tu m'as donné maison sans me demander loyer. Comment? Ta présence est mon groupe électrogène quand la vie me laisse dans le noir. Et je me souviens, quand j'étais petit, c'est vrai, j'ai dormi dans toutes sortes de berceaux. Mais le lit le plus confortable du monde, voilà, c'était ton dos. Quand j'avais froid, quel autre drap pouvait me donner autant de chaleur que tes bras? Et quand j'avais chaud, mon ventilateur préféré était le souffle de ta voix. Quel bonheur de ta voix! Si j'étais une voiture, mon carburant serait tes prières. Toi seul peux me marcher dessus, car le paradis se trouve sous tes pieds. Pour moi, tu t'es sacrifié. C'est dans tes plus beaux pailles que je faisais mes urines. Et pour ne pas que je meure de faim, ton déodorant préféré était la fumée de la cuisine. Si aujourd'hui j'ai poussé, c'est parce que ton amour m'a arrosé. Excès d'atteindre la coupe pour toi, non, non, ne me dis pas de doser. J'ai été formé dans ton ventre, j'ai pleuré dans tes bras, j'ai dormi sur ton dos et j'ai grandi dans ton cœur. J'ai été formé dans ton ventre, j'ai pleuré dans tes bras, j'ai dormi sur ton dos et j'ai grandi dans ton cœur. Quand tu n'es pas là, je me sens comme une maison sans toi. C'est vrai, la sage-femme a coupé le cordon, mais elle n'a pas pu me détacher de toi. Quand les problèmes de la vie me poursuivent, tu es mon exil préféré, la seule femme qui donne pas gourmet. Devant toi, chap chap, ma fierté est enterrée. Nos parents sont nos premiers dieux sur terre, on nous a dit. Alors moi, j'irai faire mon pèlerinage dans une maternité. Si j'étais Picasso, dans toutes mes œuvres, c'est ton sourire que j'aurais dessiné. Oh, je me sens décimé quand tu écrases une larme par ma faute. Prends ce bouquet de mots comme une couronne, car dans le royaume de mon cœur, tu es sur le trône. Et même si un jour, ma barbe pousse jusqu'à toucher le sol, je resterai toujours ton bébé chou. À jamais, je suis connecté à ton réseau. S'il te plaît, maman,
fais-moi un transfert de Douaou. Parce que j'ai été formé dans ton ventre, j'ai pleuré dans tes bras, j'ai dormi sur ton dos et j'ai grandi dans ton cœur. J'ai été formé dans ton ventre, j'ai pleuré dans tes bras, j'ai dormi sur ton dos et j'ai grandi dans ton cœur. Pas besoin de dictionnaire pour décrire le vrai amour. Pas besoin de dictionnaire pour décrire le vrai amour. Pas besoin de dictionnaire pour décrire le vrai amour. Maman, tu es le véritable amour. Maman, tu es le véritable. Pour toutes les mamans qui sont tristes en ce moment, qui ne parlent pas, enfin à qui les enfants ne parlent pas ou l'inverse, on espère que cette fête-là signera la réconciliation de tous les cœurs. Bonne fête Christelle Akoussa, bonne fête également à Kadi Fadiga. À toutes les mamans aussi qui ne sont pas là, mais qui nous guident et qui nous aiment aussi. À toutes les mamans dans le ciel. Allez, ciao, ciao. Amen, voilà, surtout. Audio Jungle.